Il existe des noms qui transcendent les siècles. Des noms qui ne désignent plus seulement des objets, mais des rêves, des obsessions, des symboles de pouvoir. Prada 5 lettres qui résonnent dans les couloirs du luxe mondial comme une incantation magique. Mais derrière ce nom prestigieux se cache une histoire que personne ne connaît vraiment. Une saga familiale italienne faite de génie, de sacrifices, de révolutions silencieuses et de coups de maître qui ont changé à jamais l'industrie de la mode. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers secret de Prada. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur cette marque. Ce que vous allez découvrir dépasse largement les sacs à main et les défilés. C'est l'histoire d'une vision, d'une famille, d'un empire bâti grain par grain dans les rues pavées de Milan. Une histoire où l'artisanat rencontre l'innovation, où la tradition affronte la modernité, où un simple atelier de maroquinerie devient l'une des forces les plus influentes du luxe contemporain. Préparez-vous car cette histoire va bouleverser votre perception du luxe pour toujours. Milan, 1913. L'Italie traverse une période de transformation profonde. Le pays s'industrialise rapidement, les villes grandissent, une nouvelle bourgeoisie émerge. Dans ce contexte d'effervescence, un jeune homme de 24 ans prend une décision qui marquera l'histoire du luxe italien. Il s'appelle Mario Prada et il vient d'ouvrir une petite boutique au numéro 67 de la Galleria Vittorio Emanuele II, le temple du commerce milanais. Cette galerie n'est pas un lieu ordinaire. Construite en 1877, elle représente le summum de l'élégance architecturale européenne. Ses voûtes de verre et d'acier, ses mosaïques raffinées, ses boutiques prestigieuses en font le rendez-vous de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie milanaise. Choisir cet emplacement pour un jeune entrepreneur, c'est faire preuve d'une audace folle ou d'une vision exceptionnelle. Mario appartient à cette dernière catégorie. Dès l'ouverture de sa boutique, baptisée Fratelli Prada, quelque chose d'unique se produit. Ce n'est pas une simple maroquinerie. Mario a voyagé à travers l'Europe, observé les techniques artisanales les plus raffinées, étudié les matériaux les plus exotiques. Il revient avec une obsession: créer des objets qui allient fonctionnalité et esthétique d'une manière jamais vue auparavant. Ses premières créations révolutionnent déjà les codes. Là où les autres maroquiniers utilisent des cuirs épais et lourds, Mario privilégie des matières innovantes. Il importe du cuir de morse de Russie, du crocodile d'Afrique, des tissus techniques d'Angleterre. Ces malles ne sont pas seulement solides, elles sont pensées pour les nouveaux modes de transport. L'automobile commence à remplacer les calèches, les voyages en train se démocratisent. Mario comprend que les bagages doivent évoluer avec leur époque. Mais ce qui frappe vraiment sa clientèle, c'est l'attention portée aux détails. Chaque serrure est conçue comme un bijou mécanique, chaque couture est parfaite. Les doublures sont réalisées dans des tissus précieux. Mario ne vend pas des sacs, il vend des objets d'art fonctionnels. Et cette philosophie séduit immédiatement une clientèle exigeante. La Casa Savoia, la famille royale italienne, devient rapidement cliente. Les aristocrates milanais se disputent ses créations. Mario obtient même le titre de fournisseur officiel de la cour d'Italie, un honneur qui place définitivement Prada dans l'élite de l'artisanat de luxe. Pourtant, derrière ce succès apparent, Mario cultive une vision plus ambitieuse. Il ne veut pas seulement être un excellent artisan, il veut révolutionner la façon dont on conçoit les accessoires de mode. Dans son atelier, il expérimente constamment, il teste de nouveaux matériaux, invente de nouvelles techniques, repense l'ergonomie de ses créations. C'est ainsi qu'il développe sa première innovation majeure, l'utilisation du nylon dans la maroquinerie de luxe. Une révolution qui ne se concrétisera que des décennies plus tard, mais dont les premiers prototypes voient le jour dans les années 1920. Mario comprend intuitivement que l'avenir du luxe ne réside pas seulement dans la tradition, mais dans l'alliance entre savoir-faire ancestral et matériaux d'avant-garde. Ces carnets de croquis, conservés dans les archives Prada, témoignent d'une créativité débordante. On y trouve des designs de sacs qui ne seront produits qu'un demi-siècle plus tard, des innovations techniques qui anticipent les besoins d'une société en mutation. Mario n'est pas seulement un artisan, c'est un visionnaire. Malheureusement, cette vision se heurte aux réalités de son époque. L'Italie entre dans la Première Guerre mondiale en 1915, les matières premières se raréfient, la clientèle aristocratique fuit vers des lieux plus sûrs, l'économie s'effondre. Mario doit adapter sa production aux contraintes du temps de guerre. Il fabrique des équipements militaires, des sacoches pour officiers, des articles utilitaires qui n'ont rien à voir avec ses ambitions luxueuses. Cette période difficile forge pourtant son caractère d'entrepreneur. Mario apprend à optimiser sa production, à gérer les pénuries, à maintenir la qualité malgré les contraintes. Il développe une capacité d'adaptation qui deviendra l'une des forces de Prada.
savoir évoluer sans jamais renoncer à l'excellence. Quand la guerre se termine en 1918, Mario reprend immédiatement ses activités de luxe. Mais le monde a changé, une nouvelle génération de clients émerge. Les femmes ont gagné en indépendance, elles travaillent, voyagent, ont besoin d'accessoires adaptés à leurs nouvelles conditions. Mario comprend cette évolution et commence à concevoir des sacs spécialement pensés pour cette clientèle féminine moderne. Ses créations des années 1920 anticipent déjà l'évolution de la mode féminine. Des lignes épurées, des formes géométriques, une fonctionnalité assumée. Mario ne suit pas la mode, il la devance. Ses sacs accompagnent les premières femmes d'affaires, les artistes, les intellectuels qui façonnent la société italienne de l'entre-deux-guerres. Pendant cette période faste, Mario prend une décision cruciale pour l'avenir de son entreprise. Plutôt que de céder aux sirènes de la production de masse qui commence à séduire ses concurrents, il choisit de préserver l'artisanat traditionnel. Chaque pièce Prada continue d'être fabriquée à la main dans les règles de l'art italien. Cette décision, qui pourrait sembler conservatrice, révèle en réalité une intuition géniale. Dans un monde qui s'industrialise, l'artisanal devient rare, donc précieux. Mais Mario sait qu'il ne peut pas se contenter de reproduire les techniques du passé. Il investit massivement dans la formation de ses artisans, crée un véritable laboratoire de recherche sur les matériaux, noue des partenariats avec les meilleures tanneries européennes. Prada devient une synthèse unique entre tradition et innovation, une alchimie que peu de maisons parviennent à maîtriser. Cette stratégie porte ses fruits. Dans les années 1930, Prada est devenue une référence incontournable du luxe italien. Ses créations s'exportent dans toute l'Europe, attirent une clientèle internationale de plus en plus exigeante. Mario a réussi son pari, transformer un petit atelier milanais en une marque de renommée européenne. Pourtant, au sommet de ce succès, Mario prend une décision surprenante qui va bouleverser l'histoire de Prada. En 1935, au faîte de sa gloire, Mario Prada prend une décision qui stupéfie le monde de la mode. Il refuse catégoriquement que les femmes participent à la gestion de son entreprise. Pour cet homme de l'ancienne école, la maroquinerie reste un métier d'homme, un artisanat réservé aux héritiers mâles. Cette vision archaïque va pourtant provoquer un bouleversement inattendu dans l'histoire de la maison, car le destin, lui, en décide autrement. Mario n'a qu'une fille, Luisa, une jeune femme brillante passionnée par l'entreprise familiale depuis l'enfance. Elle connaît chaque technique, chaque fournisseur, chaque secret de fabrication. Mais son père refuse obstinément de lui confier les rênes de l'empire qu'il a bâti. Cette injustice familiale crée une tension sourde qui empoisonne l'atmosphère de la maison Prada. Luisa assiste impuissante aux décisions de son père, elle voit l'entreprise stagner, prisonnière des préjugés de Mario. Car si le fondateur a révolutionné la maroquinerie dans les années 1920, il refuse désormais toute évolution. Il vieillit, se crispe sur ses certitudes, rejette les innovations que proposent ses collaborateurs. Pendant ce temps, le monde change à une vitesse vertigineuse. La Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, bouleversant à nouveau l'économie européenne. L'Italie entre dans le conflit aux côtés de l'Allemagne. Les matières premières disparaissent, les ouvriers sont mobilisés, la clientèle internationale s'évapore. Prada traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Mario, affaibli par l'âge et les épreuves, commence à perdre le contrôle de son entreprise. Les commandes s'effondrent, les créanciers s'impatientent, l'atelier tourne au ralenti. Pour la première fois depuis sa création, Prada frôle la faillite, et c'est précisément dans ce moment de crise que Luisa révèle son véritable caractère. Sans attendre l'autorisation paternelle, elle prend les choses en main, discrètement d'abord, puis de plus en plus ouvertement. Elle renégocie les contrats avec les fournisseurs, réorganise la production, trouve de nouveaux débouchés. Luisa ne se contente pas de sauver l'entreprise, elle la réinvente. Sa première révolution consiste à diversifier la production. Là où Mario se limitait aux bagages et à la maroquinerie traditionnelle, Luisa imagine de nouveaux produits. Elle lance une ligne d'accessoires fépines féminins, des chaussures, des foulards. Elle comprend intuitivement que l'après-guerre verra naître une nouvelle société de consommation où les femmes joueront un rôle déterminant. Mais sa vision va bien au-delà de simples extensions de gamme. Luisa pressent que le luxe de demain ne ressemblera plus à celui d'hier. Les codes aristocratiques qui ont fait le succès de Prada commencent à paraître désuets. Une nouvelle élégance émerge, plus décontractée, plus moderne, plus accessible. Cette intuition se concrétise dans ses créations. Les sacs, Luisa abandonne les ornementations trop chargées pour privilégier des lignes épurées. Les matériaux restent nobles, mais les formes se simplifient. Elle invente un style unique, sophistiqué sans être ostentatoire, luxueux sans être criard.
Quand la guerre se termine en 1945, Prada renaît sous l'impulsion de Luisa. L'entreprise a non seulement survécu au conflit, elle en sort renforcée. Les nouvelles créations séduisent une clientèle qui aspire à la modernité après des années de privation. Prada devient le symbole d'un luxe italien renouvelé, libéré des pesanteurs du passé. Mario, témoin de cette renaissance, finit par reconnaître le génie de sa fille. En 1950, il lui transmet officiellement la direction de l'entreprise. Un geste révolutionnaire pour l'époque qui fait de Luisa l'une des premières femmes à diriger une maison de luxe italienne. Sous sa direction, Prada connaît une expansion remarquable. Luisa ouvre de nouvelles boutiques, développe les exportations, modernise les techniques de production. Mais elle garde toujours en mémoire les leçons de son père sur l'importance de l'artisanat. Chaque pièce continue d'être confectionnée selon les standards d'excellence hérités de Mario. Cette alliance entre tradition et modernité devient la signature de Prada. Luisa parvient à faire évoluer la marque sans trahir son héritage. Elle innove tout en préservant l'âme de l'entreprise familiale. Cette alchimie délicate fascine la clientèle et intrigue les observateurs du secteur du luxe. Pourtant, le véritable tournant de l'histoire Prada reste à venir. Car dans les années 1960, une nouvelle génération fait son apparition. Miuccia, la petite fille de Mario et fille de Luisa, grandit au milieu des ateliers et des matières précieuses. Cette jeune femme brillante, diplômée en sciences politiques, semble destinée à tout sauf à reprendre l'entreprise familiale. Miuccia rêve de révolution, de changement social, de politique. Elle milite dans les mouvements de gauche, fréquente les intellectuels, s'intéresse à l'art contemporain. Le luxe bourgeois que représente Prada lui semble dépassé, voire même moralement condamnable. Elle aspire à changer le monde, pas à vendre des sacs à main. Cette tension générationnelle va pourtant déboucher sur la révolution la plus spectaculaire de l'histoire Prada, car quand Miuccia accepte finalement, à contre-cœur, de rejoindre l'entreprise familiale en 1970, elle apporte avec elle une vision radicalement nouvelle du luxe. Une vision qui va bouleverser non seulement Prada, mais l'ensemble de l'industrie de la mode mondiale. L'arrivée de Miuccia Prada dans l'entreprise familiale marque le début d'une révolution silencieuse qui va transformer à jamais l'univers du luxe. Cette jeune femme de 28 ans, armée de ses convictions politiques et de sa formation intellectuelle, regarde l'héritage familial avec un mélange de respect et de rébellion. Elle ne veut pas simplement perpétuer la tradition, elle veut la réinventer. Sa première décision choque le monde de la maroquinerie. En 1979, Miuccia lance une collection de sacs à dos en nylon noir, du nylon dans le luxe. L'idée paraît absurde, presque blasphématoire. Ce matériau industriel, utilisé pour les parachutes militaires, n'a rien à faire dans l'univers feutré des boutiques de luxe. Les critiques pleuvent, les clients traditionnels s'indignent, même Luisa doute de cette audace. Mais Miuccia tient bon, elle pressent quelque chose que personne d'autre ne voit. La société change, les codes évoluent, une nouvelle élégance émerge. Les femmes modernes ne veulent plus porter les attributs de leur mère. Elles aspirent à une sophistication différente, moins conventionnelle, plus authentique. Le succès est foudroyant. Ces sacs en nylon, vendus à prix d'or malgré leur apparente simplicité, deviennent immédiatement cultes. Les fashionistas s'arrachent ces créations révolutionnaires. Prada vient d'inventer le luxe minimaliste, cette esthétique épurée qui privilégie l'essence sur l'apparence. Cette réussite libère la créativité de Miuccia. Elle comprend qu'elle détient la clé d'une nouvelle approche du luxe. Ni tape à l'œil, ni ostensible, mais intelligente et subtile. Ses créations parlent aux initiés, créent une complicité silencieuse entre la marque et ses clients les plus avertis. En 1988, Miuccia franchit une nouvelle étape décisive. Elle lance Miu Miu, une ligne plus jeune et plus expérimentale. Ce nom, dérivé de son surnom d'enfance, reflète sa volonté d'explorer des territoires inédits. Miu Miu devient rapidement le laboratoire créatif où Miuccia teste ses idées les plus audacieuses avant de les décliner chez Prada. Mais sa véritable révolution éclate en 1993 quand elle présente sa première collection de prêt-à-porter féminin. Ce défilé bouleverse les codes établis de la mode. Fini les robes robes princières et les silhouettes glamour. Miuccia propose une féminité nouvelle, intellectuelle et moderne. Ces modèles portent des vêtements qui semblent presque austères, mais révèlent une sophistication inouïe dans les détails. Cette approche révolutionnaire séduit immédiatement les prescripteurs de mode. Les magazines internationaux saluant l'émergence d'une esthétique unique. Prada devient la marque de référence d'une élite culturelle qui rejette l'ostentation au profit de la subtilité. Le succès commercial suit immédiatement le succès critique. Les boutiques Prada se multiplient dans les capitales mondiales. Tokyo, New York, Londres, Paris s'arrachent les créations de Miuccia.
Chaque ouverture de boutique devient un événement. Chaque collection fait sensation. Mais Miuccia ne se contente pas de créer des vêtements, elle développe une vision globale du luxe qui englobe l'art, l'architecture, la culture. En 1993, elle inaugure la Fondation Prada, un espace dédié à l'art contemporain qui devient rapidement l'une des institutions culturelles les plus influentes d'Europe. Cette dimension culturelle renforce le positionnement unique de Prada. La marque ne vend plus seulement des objets, elle propose un art de vivre, une philosophie esthétique. Ses clients ne sont plus de simples consommateurs, ils deviennent les membres d'une communauté intellectuelle et créative. Parallèlement, Miuccia révolutionne les codes du marketing de luxe. Ses campagnes publicitaires, conçues avec les photographes les plus avant-gardistes, transforment la communication de mode en œuvre d'art. Chaque image Prada raconte une histoire, véhicule une émotion, crée un univers poétique unique. Cette stratégie globale propulse Prada dans une autre dimension. L'entreprise familiale milanaise devient un empire mondial du luxe. Son chiffre d'affaires explose, passant de quelques millions à plusieurs milliards d'euros. Miuccia figure désormais parmi les femmes les plus influentes de la planète mode. Pourtant, elle refuse catégoriquement de céder aux sirènes de la facilité. Malgré les pressions commerciales, elle maintient son exigence créative. Chaque collection reste une prise de risque, une exploration de nouveaux territoires esthétiques. Miuccia préfère surprendre plutôt que rassurer, interroger plutôt que flatter. Cette intransigeance artistique fait de Prada une marque à part dans l'univers du luxe contemporain. Là où d'autres maisons privilégient la rentabilité immédiate, Prada cultive une vision à long terme. Miuccia sait que son véritable capital réside dans sa capacité d'innovation perpétuelle. Aujourd'hui, Prada règne sur un empire qui dépasse largement ses ambitions d'origine. La marque génère plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ses boutiques illuminent les artères les plus prestigieuses de la planète. Ses défilés font événement dans le calendrier international de la mode. Mais au-delà des chiffres et de la notoriété, Prada incarne une réussite plus profonde. Cette saga familiale italienne démontre qu'il est possible de concilier tradition artisanale et modernité créative. De Mario l'artisan visionnaire à Miuccia la révolutionnaire intellectuelle, en passant par Luisa la gestionnaire inspirée, 3 générations ont su faire évoluer un héritage sans jamais le trahir. Cette histoire nous enseigne que le véritable luxe ne réside pas dans l'ostentation, mais dans l'intelligence créative. Que la mode peut être un art, une réflexion, une provocation. Que derrière chaque grand nom se cachent des hommes et des femmes qui ont osé rêver plus grand, voire plus loin, créer différemment. Prada, c'est plus qu'une marque de luxe. C'est la preuve vivante qu'avec de la vision, du courage et de l'obstination, on peut transformer un petit atelier artisanal en empire mondial. C'est l'illustration parfaite du génie italien, cette capacité unique à allier beauté, savoir-faire et innovation. Voilà l'incroyable saga d'un empire italien du luxe qui continue d'écrire son histoire, collection après collection, innovation après innovation, dans les ateliers secrets de Milan où résonnent encore les échos du marteau de Mario Prada.